Chers amoureux de la littérature, bonjour et bienvenue à Belles Lettres, votre magazine. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'écrivain Adolphe Kimvudi pour un entretien autour de son roman « À mon amie Diane ». Découvrez le portrait de mon invité à travers cet élément. Adolphe Kimvudi Manu est né en République démocratique du Congo le 16 juillet 1958. Après les humanités littéraires au collège Saint-Ignace de Kinyati, chez les pères jésuites du diocèse de Kikwit, il embrassera la faculté des lettres à l'université de Lubumbashi, dont il sortira licencié en lettres latines en juillet 1984. Il est tour à tour professeur et préfet des études dans l'enseignement secondaire avant de s'engager définitivement à l'enseignement supérieur et universitaire dans la province de l'Équateur, à l'ISP Mbandaka et au grand séminaire des Bamania. Actuellement, le chef de travaux Adolphe Kimvudi est à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa où il enseigne le latin au département des lettres et civilisations latines. Chers amoureux de la littérature, bonjour et bienvenue à Belles Lettres. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'écrivain Adolphe Kimvudi pour un entretien autour de la littérature et de son roman « À mon amie Diane », roman que nous allons découvrir tout au long de cette émission. Bonjour, monsieur Adolphe. Bonjour, monsieur le directeur. Bienvenue à Belles Lettres. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir autour de ce plateau de Belles Lettres pour un entretien autour de la littérature, du livre, de la lecture, de la culture et pourquoi pas de la vie. Une fois de plus, merci, parce que le cadre qui me reçoit aujourd'hui, c'est un cadre que je trouve assez splendide, un cadre magnifique. Je n'y avais vraiment pas pensé. Néanmoins, j'ai suivi des émissions au cours desquelles vous avez reçu beaucoup de personnalités du monde de la culture, du monde de la littérature. Certains enseignants, certains professeurs de l'UPEN, où moi je travaille. Et quand on m'a invité, quand vous m'avez invité à venir, j'ai compris que ça devait être pour moi une source de joie. Et merci beaucoup. Je vous en prie. Pour revenir à votre roman, vous dites dans l'introduction de votre roman ceci, je cite, « Ressusciter auprès des jeunes le goût perdu de la lecture, l'art d'écrire ou de raisonner. Tel reste notre objectif fondamental dans la mise en route de ce petit roman. » Pourquoi vous utilisez le terme « ressusciter » et non pas seulement « susciter » puisqu'il y a de ces jeunes qui n'ont jamais expérimenté ce goût de la lecture? Oui, c'est vrai. C'est que c'est quelque chose qui était allumé dans le temps, qui était une préoccupation, je pense, pour une certaine génération d'intellectuels dans notre pays, d'élèves, d'étudiants, des parents, mais qui s'est éteint à un moment donné. Donc, quelque part, on trouve que ce n'est plus une préoccupation pour les jeunes gens aujourd'hui, des élèves, des étudiants, de chercher à fréquenter les bibliothèques, à les exploiter, à lire. Et nous trouvons qu'avec l'envahissement de ce que nous appelons aujourd'hui les réseaux sociaux, avec l'envahissement de certains théâtres de la bouffonnerie, avec l'envahissement de certaines séries de théâtre que les enfants aiment suivre, ils ont négligé, ils ont tourné les dos à la lecture, à la bonne lecture. Et de ce côté-là, nous avons pensé qu'il ne fallait vraiment pas laisser les choses aller dans l'essence de la destruction. Il fallait rentrer, chercher à ressusciter auprès des jeunes le goût de la lecture, parce que la lecture instruit et la lecture forme. Donc, pour ne pas les laisser à la dérive, nous avons estimé
avec notre formation de pédagogues aussi, d'enseignants, nous avons estimé que ça valait la peine vraiment de rentrer dans le domaine d'écrire et de susciter, ressusciter, si vous voulez aussi, ce goût de la lecture perdu. Comment, à l'échelle nationale, peut-on susciter auprès des jeunes ce goût de la lecture? Et à l'échelle nationale, je pense qu'on doit passer nécessairement par l'éducation, par l'école. Parce que tous, si nous avons eu ces goûts-là quand nous étions très jeunes, c'était à partir de l'école. Déjà à l'école primaire, quand le jeune gens s'engage à lire les bandes dessinées, comme nous l'avons vécu, nous, à notre époque, avec ce qu'on appelait du Tintin, et à l'école secondaire, déjà quand les enseignants poussent les enfants à lire, à exiger des exposés littéraires à l'issue de chaque lecture, des résumés, et ça pousse les enfants à prendre le goût de la lecture. Et puis en même temps, comme je l'ai dit là-bas, on ne se limite pas seulement à lire, mais on doit apprendre aussi à écrire. Souvent, il y en a qui pensent que l'écriture, c'est ce que l'enseignant va vous enseigner tout simplement. Non, il y a lieu de se former aussi par soi-même. Vous avez parlé quelque part de la bonne lecture. C'est pour dire qu'il y a de la mauvaise lecture aussi. Oui, oui, il y a de la mauvaise lecture aussi, hein, parce que la lecture saine existe. Cette lecture-là va vous conduire à bien écrire. Cette lecture-là va vous conduire à bien raisonner. Quand je parle de la mauvaise lecture, c'est souvent des lectures qui ne s'enchaînent pas au niveau des bonnes idées, qui ne sont pas très structurées, c'est décousu, alors que la bonne écriture, c'est celle qui vous fait asseoir dans l'écriture aussi, c'est-à-dire vous écrivez, vous apprenez du beau style, et il vous arrive aussi de raisonner de manière cohérente, parce que tout ça, ça se tient et ça s'incruste. Vous pouvez donner un exemple de bonne lecture? Oui, oui, j'aimerais prendre les exemples, nos exemples à nous. Oui. Moi particulièrement, je lisais beaucoup Honoré de Balzac, quand j'étais encore à l'école secondaire, ou même du Tintin à l'époque. Et à force de lire, je cherchais à l'imiter quand j'écrivais, c'est-à-dire c'était du beau style, et j'étais apprécié dans mes notes de dissertation parce que j'essayais pas totalement d'imiter, mais j'essayais de bien faire. Voilà. J'essayais de bien faire. Donc je trouve qu'il y a une lecture saine qui vous oriente à écrire correctement et à raisonner aussi correctement. Et ça, il y en a à côté de lecture où vous n'apprenez pas du beau style, où après avoir lu, vous n'avez pratiquement pas grand-chose à gagner et à présenter aux autres. Avez-vous quelques auteurs ou quelques livres qui vous ont marqué tout au long de votre parcours en tant qu'étudiant? Oui, je crois. Au départ, de par ma formation, je suis latiniste. Oui. Et dans l'Antiquité romaine déjà, dans la littérature latine, j'ai lu des auteurs qui m'ont beaucoup marqué. Côté, par exemple, prose, il y a des gens comme des Cicéron qui m'ont beaucoup marqué. Quand vous le lisez, vous sentez que c'est vivant. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, ça n'a pas perdu de tonalité. Il y a eu aussi des auteurs tels que Virgile dans la poésie, des Tacite et les autres. Quand vous le lisez, ça vous apprend à asseoir un peu votre raisonnement, votre style. Dans le monde moderne, moi particulièrement, parmi les auteurs africains, il y avait Mongo Betty, que j'ai beaucoup lu et ça m'a beaucoup charmé. Du côté de la littérature française, je l'ai dit, j'ai lu Lamartine, j'ai lu Hugo, Balzac et tous les autres, et j'ai senti que c'était une source de vie et ça modelait aussi, ça vous aide à vraiment raisonner dans le monde où vous êtes et même dans votre façon de vivre, dans votre ménage, tout cela. Et dans la littérature congolaise, un auteur, un texte, un oui, roman dans la littérature congolaise,
Il y avait Zamenga que je lisais, mais qui, à mon avis, était assez plat. Hein. C'est-à-dire, c'était juste des histoires qu'on racontait d'un bout à l'autre, mais côté asseoir comme tel le style, c'est un peu difficile chez lui. Mais il y avait d'autres comme les Moudimbe que j'ai lus, qui étaient mon professeur, hein, les Georges Ngal et les autres. Donc j'ai trouvé que dans la littérature congolaise, notre littérature, il y a eu des grands auteurs, mais à un moment donné, c'est comme si ça ne payait pas. Et vous savez très bien que la culture, souvent, elle est ingrate, elle paye difficilement. Et c'est ça peut-être qui peut expliquer ce sens de laisser aller que nous sommes en train de voir. Oui. Il faudra peut-être que l'autorité, il faudra peut-être que l'on arrive à travers le ministère de la Culture et de l'Éducation, à récupérer un peu ce domaine, cet aspect, pour que les jeunes gens soient attirés à écrire, à lire. Là-dessus, j'aimerais peut-être vous évoquer quelque chose qui va un peu vous affecter, je crois. Quand vous prenez les anthologies de la littérature africaine, bon, vous sentez que ce sont des pays du Nord, l'Algérie par exemple, de la littérature francophone, voulais-je dire. Hein. Ce sont des pays du Nord tels que l'Algérie, la Tunisie qui battent le record. Vous avez beaucoup d'auteurs là-bas, beaucoup d'écrivains, tandis qu'au sud du Sahara, donc chez nous, il y a encore un peu de sécheresse. Et dans notre pays, pour ne pas aller très loin, il y a vraiment un laisser-aller. Et je pense qu'il faut sauver la culture dans ce sens-là, en essayant de primer les romanciers, de réunir les hommes des lettres, de voir dans quelle mesure ça peut constituer aussi une sorte de schéma, de chaînon qui puisse attirer les gens pour que les jeunes gens se mettent quand même à écrire, parce que ça fait partie de la culture, de l'étendard de notre pays qu'il faut porter. Et pourtant, il y a quand même au Congo des écrivains, beaucoup qui écrivent, mais qui ne sont pas connus sur le plan africain, mondial, tout. Mais il y a des écrivains qui écrivent, des Congolais qui écrivent, quoi. Nous écrivons, en face de vous, vous avez quelqu'un qui écrit, mais qui a beaucoup de manuscrits qui moisissent. Tout simplement parce qu'il y a une mauvaise politique au niveau des éditions, des maisons d'édition, qui n'encouragent pas cela et qui de temps en temps se ferment. Il y a par exemple, avec le cas du Covid ici, 19, il y a eu beaucoup de maisons qui ont fermé. Alors, je crois qu'il faut que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les autorités au niveau du ministère de la Culture et de l'Éducation arrivent un peu à réfléchir, voir comment on peut promouvoir, comment soutenir ce genre de maisons d'édition-là pour la promotion de la littérature, la promotion de l'écriture. En quoi écrire est-il un art? Oui, écrire, vraiment c'est un art, comme vous l'avez dit, parce que c'est quelque chose qui relève d'un don personnel. Oui, c'est un don qui ne caresse pas tout le monde, et puis ça peut parfois être généré par le passé de quelqu'un, le milieu où il a vécu, par son passé, son environnement, son entourage. Tout ça, ça vous aide un peu à tisser cet art-là, à forger cet art-là. C'est vraiment un don. Personnellement, qu'est-ce qui vous plaît dans l'acte d'écrire? Bon, l'acte d'écrire, je dirais que ce qui me plaît dans ce monde-là, c'est d'abord la transmission des sentiments profonds que j'ai. Les sentiments profonds, peut-être que j'ai vécu et que je voudrais communiquer aussi aux autres. Moi particulièrement, je chante beaucoup la nature et je suis très édifié ici quand derrière moi je vois les vers pâturage. Donc vous voyez déjà, et je crois que j'ai évolué, je suis né dans ce monde-là, dans ce genre de paysage, parce que
mes parents travaillaient dans les plantations de lait vert. Oui. Les plantations de lait vert, c'était des palmeraies, hein, avec des usines où les gens essayaient de travailler à la production de l'huile des palmes, l'huile palmiste. Et cet environnement-là m'a beaucoup marqué, cette verdure-là. Et aujourd'hui, quand on nous parle de l'écologie, on nous parle de l'environnement soigné. Et je trouve que c'est quelque chose d'encourageant. Ça m'encourage, ça me soutient. Et quelque part dans mes écritures, dans mes écrits, vous verrez que je peins les paysages dans un voyage. Quand les gens voyagent, ils regardent un peu la nature, ils voient comment la brousse s'étend, la savane ou la forêt. Donc, et même les rivières, je les chante bien, les cours d'eau. En lisant votre livre, j'ai pensé à Aminata. Oui. Non, il y a une dame une Sénégalaise qui a écrit un roman épistolaire, C'est ça. Une si longue lettre. Est-ce que quelque part il vous a inspiré dans l'écriture de votre roman? Oui, elle m'a inspiré, mais c'est surtout les lettres de mon moulin. Ah, C'est Alphonse surtout Alphonse Daudet. Et c'est surtout les lettres persanes, hein, de Montesquieu. Montesquieu, oui. Oui, oui, qui m'ont beaucoup pédifié parce que, surtout chez Montesquieu, il y a Ce sont tes modèles. Oui, parce qu'il y a la philosophie derrière. Ah oui. Et Chez Montesquieu, il y a... il y a les lettres persanes, Oui. et alors il y a la philosophie derrière. C'est-à-dire, on n'écrit pas tout simplement parce qu'il faut écrire, parce que c'est une lettre, c'est un roman épistolaire, mais souvent ça soutient à une certaine philosophie, un raisonnement à partager. Et je crois que c'est ça qui m'a un peu emmené sur ce terrain-là, parce que il y a plusieurs thèmes à développer. C'est bien de donner aux enfants le goût de la lecture, mais il y a des thèmes. Par exemple, le thème de l'amitié, Oui. qui chez nous remonte déjà depuis Cicéron quand il parle de l'amicitia. Alors, ce thème-là, ça m'a beaucoup inspiré quand je vois comment dans notre milieu, les jeunes gens, parfois, se retrouvent dans des écoles et puis se séparent sans être soudés parmi eux, entre eux, vraiment. Et je pense que je peux leur donner encore ce goût-là, parce que l'amitié, en fait, n'a pas de couleur. L'amitié n'a pas de tribu. Oui. L'amitié n'a pas de religion. L'amitié, c'est quelque chose d'idéal, de beau, qu'on doit garder et qu'on doit conserver, qu'on doit préserver. Et si vous lisez dans Mon ami Diane, vous voyez comment Laetitia et Diane, qui se sont retrouvés dans un pensionnat, c'est-à-dire dans un internat de religieuses, dès le bas âge, et se sont liés des amitiés qui ont en quelque sorte entraîné leur famille dans ces liens-là, sans pour autant être de la même souche familiale, de la même contrée, disons, du même village, Oui. hein, du même recoin, et c'est parti très loin, à telle enseigne que ça a entraîné même leurs membres des familles. Donc c'est très beau tout ça, c'est de l'art. Quelque part dans votre livre, vous faites l'apologie de la langue française. Oui. Quel rapport entretenez-vous avec cette langue-là, la langue française? Oui, il y a une certaine fierté à accepter quelque chose et à être classé parmi les grands dans un domaine. La langue française aujourd'hui nous a été enseignée, nous a été un peu importée, imposée même. Oui. Mais il se fait qu'aujourd'hui, quand on parle des nations françaises, j'ose croire que nous sommes parmi la première, nous sommes parmi les premières, si pas la première. Les francophones. Nation, les francophones. Oui. Ou les nations où les gens parlent le plus français. Oui. Et c'est un acquis. C'est quelque chose, à mon avis, à préserver. Parce que sur le plan international, il y a des langues qui vous font accéder au monde. Il y a les anglophones, il y a les lusophones, il y a les espagnols, il y a le français naturellement. Mais alors, si aujourd'hui
que nous avons opté pour le français. Il nous arrivait d'apprendre encore d'autres langues, nous pouvons peut-être perdre notre première place, notre considération. Oui. Et dans la mesure où nous sommes déjà quelque part très très répertoriés, je trouve que nous pouvons continuer à l'exploiter, à le perfectionner ou à perfectionner cette langue-là pour que nous gardions, nous restions parmi les premiers et nous restions une grande référence dans le monde entier. Comment trouvez-vous cette langue-là, la langue française? La langue française, je la trouve assez bonne, assez jolie. Et c'est normal parce que, de par ma formation de latiniste, je trouve que c'est une langue qui découle du latin, et le latin qui est en fait un tissu, c'est-à-dire un support dans la mesure où le latin a même inspiré l'anglais. Le latin a inspiré l'espagnol. Le latin a inspiré le Portugal. Alors, dans ce soubassement-là, le français a une place de choix. Ça peut même être considéré comme la fille est née, l'une des filles est née du latin. Alors, je trouve que, à force si vous parvenez à maîtriser le français, vous pouvez avoir un pied dans la culture gréco-latine, dans la civilisation gréco-latine, pour peut-être émerger ou faire émerger votre société. Que pensez-vous de la littérature en langue nationale? La littérature en langue nationale est quelque chose à encourager. Oui. Parce que c'est ça notre source. Nous pouvons nous exprimer en français. Mais en fait, le monde dans lequel nous vivons, le monde qui nous a vu naître et grandir, c'est le monde, c'est notre culture de laquelle s'inspire la littérature la littérature africaine. Je prends l'exemple, les proverbes. Oui. Oui. Vous voyez, nous sommes très riches, humainement parlant, en proverbes. Alors, nous exploitons à peine ces proverbes-là. La plupart de nos enfants ne les connaissent pas. Or, chez nous, quand vous arrivez dans un village, vous trouvez les gens en train de palabrer, ils passent toujours par les proverbes. Et ce sont les proverbes qui ouvrent les débats, qui les clôturent aussi, qui les ferment. Et souvent, quand le proverbe tombe, eh bien, ça résout tous les problèmes parce que les gens comprennent et il n'y a pas des interpellations à faire. Hein, les gens essaient en ce moment-là d'être contents, d'être satisfaits. Et ça, c'est une dimension très importante de notre culture. Donc la littérature africaine, je l'apprécie beaucoup parce que c'est le fondement même, ou plutôt le fondamental de notre culture. Que faut-il faire pour que les jeunes aient accès à cette richesse de la culture africaine, congolaise, oui, vers le proverbe, comme vous venez de le dire? Je crois qu'il y a un effort que tout le monde doit apporter. Il y a un effort auquel nous devons tous consentir, c'est-à-dire des enseignants, de la population et des dirigeants. Essayer de fournir un effort pour que, déjà au niveau des écoles, et j'ai vu ça dans le programme, il y a les premières classes où les langues africaines s'enseignent, où le cours se donne en langue nationale. Oui. Bon. Et puis, dans certaines émissions, dans le temps, eh bien, on voyait à la télévision, à la radio, comme vous le faites ici, faire venir aussi les spécialistes ou les gens qui essaient de tracer du chemin dans ce sens-là. Donc, ce sera une très bonne chose parce que nous ne pouvons pas perdre notre fond culturel à nous-mêmes. Pour revenir à votre roman, à Mon ami Diane, d'où vous est venue l'idée d'écrire ce roman épistolaire? Oui, c'est une très bonne question. Je crois que c'est de l'imagination. Vous l'avez dit, c'est un roman, c'est de la fiction, c'est de l'imagination. L'idée m'est venue du fait qu'il y avait un message. Le premier message, c'était donner aux jeunes gens quelque chose de facile à lire
et qui les entraînerait dans ce monde de l'écriture, dans le monde du raisonnement, dans le monde de dissertation à rédiger à partir du moment où ils savent écrire. Mais aussi, c'est notre société, notre environnement, notre entourage. Nous sommes dans une société que je trouve admirable, dans la mesure où il y a moins de... Nous n'avons pas tellement connu le tribalisme. Permettez-moi cette expression. Nous vivons en symbiose. Si vous allez dans la plupart de nos communes ici, chaque samedi, vendredi, vous trouverez qu'il y a les mariages mixtes qui se font. Tout à fait. Donc, de ce côté-là, j'ai trouvé qu'il fallait soutenir ces fonds-là. C'est-à-dire aider notre population à aller de l'avant. Parce qu'il y a des pays qui nous entourent où vous trouvez des petits combats, des petites divisions entre ethnies, entre tribus. Mais chez nous, ça n'existe pas. Quand vous vous promenez à Kinshasa, on peut bien blaguer, mais on est ensemble. Alors, moi, je pense que c'est un fonds qui, à partir des écoles, s'il est bien récupéré, eh bien, à l'avenir, nous ferons une société qui fera référence dans le monde entier. Parce que chez nous, il n'y a vraiment pas de division criante, scandaleuse. Non, il n'y en a pas. Alors, le thème principal de mon ami Diane, c'est l'amitié. Cette amitié qui peut partir du quartier, qui peut partir de l'école, qui peut partir de son environnement, mais alors qui vous emmène très loin dans la vie. Et c'est une société à bâtir parce que même sur le plan politique, permettez-moi l'expression, je crois que les gens qui ont été amis, qui se sont connus, qui sont de la même génération, eh bien ces gens-là ne peuvent pas oublier que, en dépit de petites divergences de point de vue, on reste amis, on reste frères. Le choix du genre épistolaire vous a-t-il semblé le mieux approprié pour construire les récits de ces romans? Oui, je crois que oui. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs thèmes. Oui. Vous voyez, dans le monde épistolaire, on s'échange, on s'envoie des lettres, Oui. des courriers, de la correspondance. Or, dans la correspondance, vous ne vous limitez pas à un seul thème. Quand vous devez écrire à votre ami, à votre frère, à quelqu'un, vous lui donnez l'information sur tout ce qui vous entoure. Donc, vous pouvez lui parler des parents, vous pouvez lui parler de la vie économique, vous pouvez lui parler de la justice, vous pouvez lui parler de l'environnement. Donc, c'est un genre qui embrasse plusieurs thèmes à la fois et qui édifie le lecteur, qui essaie de se faire une idée sur ce qui se passe chez vous. Et je crois que c'est le cas à mon ami Diane, parce que Diane est partie du pays. Au fait, s'il vous était demandé de résumer en quelques mots ce roman-là, que pouvez-vous dire à ceux qui nous suivent? Et oui, en quelques lignes, je peux dire qu'il s'agit de l'amitié entre deux jeunes gens, deux filles dès le bas âge, depuis les classes du secondaire, à partir de l'internat, à partir du pensionnat, disons à partir de l'école. À la fin des études secondaires, il y a le diplôme d'État qui intervient, et Dieu merci, elles ont réussi. L'une d'entre elles, pour raison des vocations religieuses, s'en va au couvent. Et le couvent, c'est une missionnaire, elle doit partir plus loin du pays. L'autre est restée. Alors, il va s'établir en ce moment-là, entre les deux, une façon de communication, un moyen de communication épistolaire. Celle qui est restée au pays, après avoir cherché à localiser son amie là où elle était, va se mettre à lui écrire. Et l'autre va répliquer. Donc, en répliquant, il s'établit déjà entre les deux une sorte de continuité de cette amitié-là qui ne pouvait pas s'éteindre, malgré la séparation. Et puis peut-être que vous serez curieux parce que vous avez posé la question sur l'origine de mon inspiration. Quelque part, il y a de la mythologie latine qui m'a un peu poussé à écrire. Parce que Diane, dans la mythologie latine, c'est une déesse. La déesse de la chasse. Et celle qui est partie dans le pays d'outre-mer, qui est allée plus loin, c'est comme si elle était partie chasser des idées. Parce que chaque fois qu'elle réplique
au courrier, De- aux lettres de son ami, elle lui donne aussi la position, la situation là-bas, et dans le sens de l'amélioration. Il la compare Oui, il y a avec une la certaine situation au pays. comparaison. Oui. Oui, oui, pour dire, voilà, si chez vous, les études se font de cette façon-ci, pèsent sur les parents, ici, on trouve que les études, il y a un fonds de gratuité, les études, on accompagne les enfants, les études, il y a ceci, cela. Bref, elle est en train de chercher les idées. Elle est allée à la chasse des idées idées. pour reconstruire son pays, hein, à travers son ami qui est resté au pays. Et c'est une continuité parce que là, nous sommes peut-être au deuxième épisode. Il y a le troisième épisode qui est sous presse, qui va bientôt sortir, et le quatrième. Donc, c'est une sorte de chaîne. Les 2 tomes de ce roman ont été écrits, le premier en 2002 Oui, et le second en 2014. oui. Pensez-vous que les thématiques exploitées dedans sont actuelles en ce qui concerne la RDC? Oui, je crois, et c'est ça qui a fait que l'on ne puisse pas baisser le bras, comme vous l'avez dit. Oui. Le premier en 2002 et le deuxième en 2014, il s'est passé beaucoup d'années, mais dans la mesure où on a senti que ça s'enlisait, Ouais. on voyait pratiquement les mêmes choses, eh bien, on a trouvé qu'on pouvait continuer. Et dans le tome 3, vous verrez que c'est pratiquement la même continuité, le même problème qui se pose et auquel on doit chercher des solutions aussi en intellectuel. Ok. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'en dépit du temps qui passe, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes, des problèmes qui sont récurrents? Est-ce un problème de manque de moyens? Est-ce un problème d'hommes? Un problème de volonté politique? Une malédiction qui plane sur nous? Bon. Ou une élite défaillante? Moi, je trouve que il y a un peu de tout cela, Oui. sauf la fatalité. Donc, il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas de fatalité à ça. Ok. C'est un problème tout simplement, à mon avis, dans un premier temps, de manque de moyens. Il faudra que... Manque de moyens pour un pays aussi riche que le nôtre. Oui, oui, et là-dessus, je crois que c'était le président qui, une fois Lubumbashi, avait dit, hein, s'était exclamé, il dit, mais vraiment avec autant de moyens comme ça, je ne comprends pas pourquoi notre pays doit avoir un taux de pauvreté aussi regrettable. Bon, je crois que l'effort doit être fait de ce côté-là, parce qu'on a toujours constaté que là où il y a beaucoup de moyens à la base, des facilités notamment matérielles, les gens, comme le disaient les latinistes, primum manducare deinde philosophare, Oui, oui. donc quand vous avez bien mangé, les moines le disaient d'ailleurs au Moyen-Âge, ils disaient bona culina, bona disciplina. C'est-à-dire, quand la cuisine est bien faite, vous mangez bien, en d'autres termes, Oui. c'est une sorte d'image. Oui. Donc, quand vous mangez bien, eh bien, vous raisonnez bien. Bona culina, la cuisine, l'art culinaire, et bona disciplina. Donc, les études suivent bien. Alors, je pense qu'il faut d'abord combattre la pauvreté. Et nous pouvons y parvenir avec un peu de bonne volonté. Et je pense que ça viendra. Ok. Oui. Parlant des intellectuels par la bouche de Laetitia, Oui. vous dites que certains d'entre eux vous paraissent inachevés, humainement parlant. Ne sommes-nous pas tous concernés, inachevés, des pauvres types qui sont capables du pire comme du meilleur, Oui, je crois que... intellectuels ou pas intellectuels, nous sommes tous dedans. Oui, c'est-à-dire, quand j'insiste sur humainement parlant, Oui, humainement parlant, c'est-à-dire, vous pouvez voir un peu le degré d'égoïsme qu'il y a chez nous. Et hier, j'étais un peu édifié quand je suivais à la télévision dans le débat des parlementaires, certains qui disaient, écoutez, tel lot gagne beaucoup, alors que les gens au fond n'ont pas grand-chose, et il faudra peut-être réduire le train de vie de telle classe
pour essayer de penser aux autres. Je crois que, humainement parlant, c'est l'égoïsme qui nous... Là, c'est un problème de justice distributive. Justice distributive, ça, il faut y toucher du doigt. Je crois qu'avec le temps, si l'on arrive à penser à mettre tout le monde, du moins les gens qui travaillent, à les rémunérer de manière acceptable, de manière décente, je crois qu'il y a lieu de pouvoir sauver quand même, faire avancer, faire progresser notre société vers un grand bond. Qu'est-ce qu'un intellectuel? Y a-t-il des intellectuels au Congo? Et qu'est-ce que vous reprochez à l'intellectuel congolais? Oui. L'intellectuel, c'est qui? Je crois que l'intellectuel congolais ici, Oui. c'est pas tellement lié, comme nous en avons l'habitude d'y penser, c'est pas tellement lié seulement au niveau d'études. Parce qu'il y en a parmi nous qui croient qu'il faut avoir fait des très hautes études Oui. pour être considéré comme intellectuel. Non, je crois que intellectuel, c'est l'homme qui associe le tout, un bon raisonnement Oui. et surtout le sens d'humanisme. Il doit avoir le sens de l'humanisme pour faire avancer sa société. Bref, beaucoup de sagesse. Quelqu'un qui est très sage, il peut ne pas avoir fait de très grandes études, mais il est apprécié et il fait avancer sa société. Et je pense que c'est dans ce sens-là que nous pouvons assimiler l'intellectuel chez nous. Y a-t-il des intellectuels au Congo? Oui, il y en a. Le Congo est plein d'intellectuels, mais comme je l'ai dit dans mon texte, Oui. ce sont des gens souvent affables. C'est-à-dire des gens qui se cachent. Ce sont des gens qui ne lèvent pas tellement, qui ne se lèvent pas leurs doigts pour se faire apparaître, pour bomber la poitrine. Oui. Quand vous voyez beaucoup de gens en train de crier, en train de faire beaucoup de tapage, souvent, ce ne sont pas les meilleurs. Hein. Les meilleurs chez nous, souvent, ce sont des gens qui se fâchent, qui se cachent un peu. Ce sont des gens qui sont plus ou moins réservés. Et ils ne veulent vraiment pas prendre la première place, mais il y en a. Chez nous, quand on parle d'intellectuels, on pense aux professeurs d'université qui se sont engagés dans la politique. Je crois que ce serait une erreur de jugement dans ce sens-là. Oui. Si le professeur d'université s'engage dans la politique, Oui. souvent c'est lié au manque, à l'indigence quelque peu criante qu'ils vivent par rapport peut-être aux autres. Parce qu'en fait, c'est quand même une élite qu'on aurait dû conserver, qu'on aurait dû aider à vivre sans trop regarder ailleurs. Mais si vous voyez nos professeurs d'université descendre dans l'arène politique, c'est parce qu'ils n'ont pas le minimum qu'il faut. Ils se prostituent dans la politique. Bon, dans la politique, ils se prostitueraient Oui. dans la mesure où parfois, ils seraient dépersonnalisés. C'est-à-dire, au lieu de défendre le point de vue qui est le sien et auquel on devait rester accroché, Oui. mais souvent, vous le verrez, être dépossédés de leurs idées pour adopter des idées parfois contraires à celles qui devaient être les leurs et qui les exposent malheureusement à la moquerie, à la déconsidération de la part En quoi de la alors ils population. sont intellectuels Oui, Oui. sur ce point-là, Oui. comme vous l'avez dit, eh bien, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Hein? Il y en Oui. a qui résistent, il y en a qui se contentent de ce qu'ils ont quand même, en essayant de regarder aussi ailleurs, parce qu'il y a lieu de produire. Mais ceux qui tombent plus bas, eh bien, de ce côté-là, je pense qu'ils ne méritent pas beaucoup. Oui. Et la responsabilité de l'Église face à cette situation d'effondrement du pays. Bon, l'Église a une responsabilité parce que ce sont des pasteurs d'âme. Ce sont des gens qui conduisent les êtres humains. Et je crois que, comme je l'ai dit dans Diane, dans le 3e tome, Oui. ils doivent s'intéresser au bien-être, au développement de ce peuple qu'ils sont en train de prêcher. Ça ne sert à rien de vouloir se mettre devant des gens
pendant que eux sont affamés, vous avez mangé. Donc, je crois que le rôle de l'Église, c'est de se battre pour qu'il y ait amélioration des conditions de vie de ces gens-là que vous êtes en train de conduire, spirituellement parlant. Là, vous voulez dire que l'Église doit s'engager sur deux fronts, les spirituels et les sociaux. Pourquoi pas? Moi, Puisque souvent, oui. Oui, vous vouliez dire... Puisque souvent, nos conducteurs spirituels, ouais. ils sont là pour nous prêcher la bonne parole, cette parole qui va toucher nos cœurs, qui va changer nos vies. C'est à nous, par rapport à cette parole, à prendre des engagements, nous engager dans la société, dans tel ou tel domaine de la vie. Ce n'est pas au pasteur de venir faire ce que chacun devait faire. Oui, moi je crois que sur le plan social, oui. Quand vous voyez les réalisations des églises, c'est souvent pour pousser les gens vers le développement. Eh bien, quand, comme je l'ai dit ici, la fin doit être garder les gens dans la misère, les gens ne se sont pas développés, je pense que là, l'Église aura échoué. Oui. Parce que l'Église elle-même vit de l'apport des chrétiens, des croyants. Ce sont ces gens-là qui viennent soutenir l'Église. Et nous en connaissons la forme à travers les aumônes, à travers la dîme, tout ça. Eh bien, celui qui doit apporter l'aumône pour faire vivre l'Église, pour faire avancer l'Église, doit avoir une source de revenus assez conséquente. Et nous le voyons aujourd'hui avec la politique de la main tendue vers des pays de l'Occident. De l'Occident, oui. Donc, quand vous allez en Occident, dans la mesure où les croyants, les fidèles, a une bonne vie, a un bon train de vie, eh bien, on sent qu'il y a des dons et les églises avancent. On ne voit pas chez le pasteur des nécessiteux, des mendiants. Eh bien, ça doit se refléter ici aussi. Donc, il faut que l'Église conduise vers le développement. Et c'est ce que j'ai dit là-bas. Je prends un exemple. C'est peut-être banal, mais enfin, moi, j'ai connu des travailleurs qui travaillaient dans des églises, qui travaillaient chez les pasteurs, et pour qui ils contribuaient en vue de la sécurité sociale. À telle enseigne que, à la fin de la carrière, cet homme-là est retraité honorablement et continue à bénéficier de son pécule durant toute sa vie et peut-être sa descendance aussi. Voilà ce qui est encourageant. Oui. Donc, on sent que on ne va pas se mettre à utiliser quelqu'un pour que par après, dans sa vieillesse, il disparaisse comme ça sans rien obtenir, mais il faudra peut-être, en plus du salaire que vous lui donnez, penser un jour à sa pension de retraite. Donc, c'est quelque chose d'encourageant. Et nous pouvons toujours encourager cela. Donc, le sens du développement, mais surtout le sens de la lutte contre l'indigence, contre la pauvreté. Oui. Là, vous pensez à l'aspect caritatif. Bon, les deux, hein. Oui. L'aspect caritatif aussi, hein. Oui, les deux. C'est-à-dire celui qui dispose de quelque chose, oui, doit de temps en temps penser aussi à aider les autres. Okay. L'égoïsme est à combattre. Okay. Vous dites à la page 99, je cite, « La jeunesse s'avère ainsi une étape fondamentalement décisive où se lève toute option pour la vie. » C'est une phase capitale où malheureusement la jeunesse est vulnérable puisqu'elle est exposée par exemple aux passions de la chair. Comment faire, que faire pour un bon encadrement de jeunes pendant cette étape qui me paraît cruciale? Particulièrement, je suis content d'évoquer cela ici, dans cette chaîne, où je vois que beaucoup de jeunes gens qui vous suivent essaient vraiment de se transformer pour le bien, vers le bien, de prendre une très bonne orientation. C'est notre
mission à nous tous. Oui. La jeunesse, c'est le fondement, c'est le socle même de l'avenir. Dans le temps, d'ailleurs, on disait, ce pays, nous en ferons ce que nous aurons fait de sa jeunesse un jour. Eh bien, je trouve que à cette étape de la vie-là, il faudra aider les jeunes gens à comprendre l'essentiel à faire pour leur vie, dans le sens du patriotisme, l'amour de la patrie. Et pour affronter l'amour de la patrie, il faut être bien aguerri sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan spirituel et même sur le plan physique. Donc, c'est une étape très importante. Et quand on essaie de bien conduire cette étape-là, l'avenir est assuré pour la nation. Oui. Mais quand il y a un laisser-aller, souvent, aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer des faits. On vous parle de Koulouna dans beaucoup de quartiers, des attaques comme cela. C'est que, quelque part, cette jeunesse n'a pas été bien encadrée. Donc, vous dites aussi ceci, à la page 95, « La vie est une tasse qu'il faut apprendre à assaisonner soi-même. » Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? J'ai voulu dire que, qu'il faut éviter de trop compter sur les autres. La tasse, c'est la nourriture que les parents vous ont donnée, des moyens peut-être pour aller aux études. Mais vous devez vous battre vous-même à comprendre la matière, à étudier, parfois avec au prix de beaucoup de sacrifices pour réussir. Mais si vous pensez que les parents vous ont envoyé à l'école, ils ont payé les frais, et qu'ils doivent encore tout faire pour que vous réussissiez à aller chercher de l'emploi, qu'ils soient derrière vous, dans votre mariage, dans votre ménage, c'est un échec. Donc, il suffit tout simplement qu'on vous donne peu, l'essentiel, mais le reste, vous devez l'accomplir par vous-même. Oui. Et ça, c'est une tendance que nous avons l'habitude d'observer depuis un certain temps. Vous trouvez de jeunes gens fainéants qui attendent tout de ceux qui les ont un peu poussés. Moi, je crois que quelque part, il faut combattre ça. La vie est une tasse qu'il faut apprendre à assaisonner par soi-même. Oui. Okay. À quand le troisième tome du roman? Le troisième roman est sous presse. Oui. Il y avait le problème du corona qui avait fait baisser les rideaux à beaucoup de maisons d'édition. Maintenant que ça commence à nous quitter, maintenant que l'on commence à se relever, je crois que ça va vous parvenir et si tout va bien, nous nous retrouvons encore ici pour le commenter. Que pouvez-vous dire à ceux qui voudraient avoir ce roman, s'acheter ce roman? Ils peuvent le trouver où? À mon ami Diane. Oui, à mon ami Diane. Oui. On peut le trouver aux éditions Epiphanie, à la 11e rue, Limété. Oui, oui là-bas. Ou encore, passer par vous, ici, oui, parce que vous avez probablement mes coordonnées, et moi, je peux facilement leur fournir. Oui. Avez-vous un mot à adresser aux jeunes par rapport à la lecture, à l'écriture, l'importance de la lecture, de l'écriture dans la vie? Et on va finir par là. Oui, oui, il y a vraiment, je dois m'adresser aux jeunes. Oui. Pourquoi? Parce que pour nous qui enseignons à l'université, oui, nous constatons qu'il y a beaucoup de lacunes. Des jeunes gens qui n'arrivent même pas à rédiger leurs textes, que ce soit de fin de cycle ou de mémoire, par eux-mêmes. Et s'ils le font, c'est plein de fautes. Le jeune gens aujourd'hui, même si l'on vous parle des dissertations, des examens de dissertation, mais il faut aller voir ce qu'ils produisent. Eh bien, on sent qu'il y avait, ils n'ont pas pu profiter de certaines choses dans leur passé. Ça commence par de petites rédactions à l'école primaire, à l'école secondaire. Et cela, en plus de ce que l'enseignant vous enseigne, vous apporte, vous-même, vous devez aller vous cultiver en lisant. Et c'est là qu'on apprend du style, qu'on apprend à bien écrire, qu'on essaie de parfaire sa façon de convaincre par l'écriture. Et si on l'a fait, on a beaucoup lu,
même au niveau de l'université, on n'aura pas beaucoup de difficultés. Vous savez, je vais peut-être vous faire rire. Mais enfin, j'ai trouvé un monsieur à l'université, chez nous, à l'UPEL, sous les bois là, avec son ordinateur. Eh bien, il attendait les clients, c'est-à-dire des étudiants capables peut-être de rédiger par eux-mêmes leur travail. Alors, il devait trouver quelqu'un à qui on pouvait payer de l'argent pour qu'il se mette à rédiger pour lui. Une sorte d'écrivain public. Bon, toujours est-il qu'ils ont trouvé par là un moyen pour eux de manger, de vivre, mais ça ne doit pas continuer comme cela. Eh bien, tout simplement parce que ces jeunes gens-là n'ont pas profité par le passé à apprendre à écrire, à lire et à raisonner. Okay. Pour finir, avez-vous un mot à dire à propos de Belles Lettres, cette émission qui vient de vous recevoir? Oui, je suis très content et j'encourage cette émission parce que c'est parmi les rares émissions dans nos chaînes de télévision. Ailleurs, quand vous ouvrez, comme je l'ai dit ici, ce sont des séries, c'est juste des distractions, tout cela, alors qu'il y a lieu de ramener les jeunes gens à des bonnes réflexions, c'est-à-dire les belles lettres, si elles n'étaient pas importantes, eh bien, c'est depuis l'Antiquité qu'on aurait dû fermer, parce que ça remonte de loin, ça vient de très loin. Mais dans la mesure où on sent que c'est très important, eh bien, on doit continuer à conserver cela, à préserver ça. Donc, c'est une émission que nous devons encourager, et je crois que nous passerons régulièrement pour essayer d'attirer le regard de nos jeunes et d'autres parents qui aiment lire, des gens cultivés, à soutenir cette émission. Là, nous sommes à la fin de notre émission et nous vous disons merci pour avoir répondu à notre invitation et pour votre apport substantiel à cette émission. Vraiment, merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est moi qui dois vous remercier et vous encourager. Et je pense qu'à l'avenir, on verra dans quelle mesure on doit de temps en temps, ne fût-ce que par des coups de téléphone, vous appeler pour vous appuyer à aller de l'avant. Je vous en prie. Merci. Chers téléspectateurs, nous venons là de recevoir l'écrivain Adolphe Kivwidi, avec qui nous nous sommes entretenus autour de la littérature et de son roman « À mon ami Diane ». Nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belles Lettres. Bye bye.